Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, les actus Politique. On va parler de l'événement majeur de ce week-end. Oui. En premier, l'histoire du héros sans papier. Alors, Oui. ça fait beaucoup, c'est beaucoup divisé. Ce Du sujet. héros sans papier. Bah, je vais expliquer parce que je l'ai su. Ah, parce que tu l'as pas vu, c'est vrai. Mais j'ai découvert ça ce week-end. Enfin, tout le monde a découvert ça ce week-end. Oui, bah oui, ça de fait toute façon. ça fait le tour maintenant. Hein. Donc, on va. Alors, d'abord, on rappelle son nom, Mamoudou Gassama. Qui est considéré comme un héros et pour d'autres considéré pour autre chose, limite comme une arnaque, on va essayer d'en parler. Donc son geste qui a suscité l'admiration de tous, donc ça s'est passé samedi soir, alors qu'il se rendait dans un restaurant pour assister à la finale de la Ligue des Champions. Mamoudou Gassama a sauvé un garçonnet suspendu dans le vide au 4e étage d'un immeuble de la rue Marx-Dormois dans le 18e arrondissement de Paris. Donc tel l'homme araignée, c'est ce qu'il a fait, hein. Il a grimpé les étages. Hein. Le jeune homme est passé avec une agilité impressionnante de balcon en balcon jusqu'à saisir l'enfant et le faire passer de l'autre côté de la balustrade. Une ascension qui n'a duré qu'une trentaine de secondes et qui probablement a permis d'éviter un drame. À leur arrivée, les pompiers ont pris en charge le petit garçon de 4 ans et son sauveur qui sont tous deux indemnes mais choqués quand même de cette histoire. Un geste courageux du jeune homme qui a été posté sur les réseaux sociaux, on va en parler, et son héroïsme a été salué jusque dans les plus hautes sphères. Donc une citation qui dit un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir de m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone afin de le remercier chaleureusement. C'est ce qu'a tweeté la maire de Paris, Anne Hidalgo. Loin de tout triomphalisme, Mamoudou Gassama, qui a été ensuite interrogé par BFM TV, explique avoir agi presque par réflexe en apercevant l'attroupement, sans penser aux risques qu'il encourait. Il a dit ceci: je suis sorti, j'ai couru pour regarder les solutions pour le sauver, j'ai réussi à attraper le balcon, je suis monté comme ça et Dieu merci, je l'ai sauvé. Dimanche soir ensuite, donc c'était avant-hier soir, son nom faisait partie des sujets les plus commentés de Twitter, et pour saluer son héroïsme évidemment, mais également pour demander sa naturalisation. Selon l'adjoint au maire de Paris qui s'appelle Yann Brossa, le jeune héros, je rappelle que Mamoudou n'a que 22 ans, il faut quand même le rappeler, donc il a 22 ans et il est sans papier. Il est arrivé il y a près de 6 mois du Mali, il est du Mali, et il vit actuellement à Montreuil, dans la région parisienne. Sur le réseau social, ils étaient nombreux à faire le lien avec Lassana Bathily, qui est également malien sans papier, et qui est héros de l'attentat de l'hypercacher de Vincennes. Donc Anne Hidalgo, qui a assuré sur le même réseau social qu'après son geste héroïque, la ville de Paris le soutiendrait dans ses démarches pour s'établir en France, et Mamoudou Gassama devrait également il a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée, on va en parler. Donc selon les premiers éléments d'enquête, j'ai oublié de vous dire, il y a une histoire d'enquête aussi qui est toujours sous enquête aujourd'hui. L'enfant s'est retrouvé seul sur le balcon en l'absence des parents à leur domicile. Vous savez ce qu'avait fait le père ? Non. Je l'ai su hier soir. Le père jouait à Pokémon Go à l'extérieur. Et donc il s'est absenté quelques instants. Et, enfin, il n'est pas rentré de suite de tout ça parce qu'il voulait jouer à Pokémon Go. Et pendant ce temps, il y a l'enfant qui était au balcon. À la suite de ce drame évité de justesse, le père de l'enfant, donc né en 81, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de soustraction à une obligation parentale qui a été confiée à la brigade de protection des mineurs, et c'est ce qu'a précisé une source judiciaire. Donc le père est sous enquête. Sous enquête. Il sera donc il est présenté hier matin au parquet de Paris pour se voir notifier une convocation à un procès devant le tribunal correctionnel qui sera prévu dans les prochains mois. Le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales, c'est puni de combien d'après vous ? C'est puni ça par la loi. 5 ans ? Non, c'est 2 ans malheureusement. Seulement 2 ans de prison et quand même 30 000 € d'amende. Il faut quand même le dire. Ensuite, hier, le lundi, Mamoudou Gassama a été reçu par le président Emmanuel Macron. Donc, il était en jean et chemise à manches courtes. Et Mamoudou Gassama a parlé lundi matin durant quelques minutes avec le chef de l'État devant les caméras, avant que l'entretien ne se poursuive en tête à tête. Et à l'invitation du président, le jeune homme a raconté les circonstances de son acte de bravoure. Bravo, a lancé Emmanuel Macron.
À l'issue de cette rencontre, le président de la République a fait savoir que Mamoudou Gassama serait naturalisé français et devrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Et tous les papiers vont être régularisés, a assuré le chef de l'État lors d'un échange avec un Malien sans papier qui a sauvé un enfant d'une chute, donc je vous ai dit, du 4e étage. Et Emmanuel Macron qui lui a également proposé d'entamer les démarches en vue d'une naturalisation, ce que Mamoudou Gassama a accepté. Bien sûr. Alors, évidemment, on va parler je vous ai raconté les faits, c'est évidemment, je ne sais pas si tout le monde aurait fait ce qu'il a fait. Quelqu'un aurait risqué sa vie de faire 4 étages comme il a fait. Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on ferait pas qu'est-ce qu'on ferait ou qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans ces moments-là. Ça, après, c'est l'être humain qui... Il n'a pas réfléchi, il a réagi dessus. Ah oui, voilà, là, c'est l'adrénaline qui parle, hein, de toute façon. Parce que pour monter 4 étages comme ça... 4 balcons. Sans sécurité, sans rien... faut être jobastre, hein, de toute façon. Dans un état non secondaire, tu ne le fais pas, quoi. Vous avez vu les réactions sur les réseaux sociaux ? Toi, non, mais toi, oui. Oui, j'en ai suivi quelques-unes. Oui. Ils ont dit plein de questions, notamment sur l'enfant. Comment l'enfant a pu tenir autant un enfant de 4 ans a pu tenir suspendu comme ça au 4e étage autant de temps. Et est-ce que c'est pas un acte, on va dire, prémédité et calculé, etc., etc. Est-ce que franchement, c'est pas un peu exagéré ces réactions ? Parce que déjà personne n'aurait fait ça de toute façon. Au lieu de critiquer ce qu'a fait Mamoudou, déjà, moi je préfère mieux entendre, au lieu de critiquer sur l'acte de Mamoudou, je préfère mieux entendre les critiques sur les parents, sur la négligence des parents sur l'enfant déjà. C'est ça. Je préfère mieux entendre ça. Le comment l'enfant est resté suspendu, ça c'est une grande question. Effectivement, c'est vrai que tout le monde on peut se poser tous la question comment il a fait. Mais c'est surtout comment il a pu passer à travers les barreaux du balcon. Ça c'est une bonne question. Sans je sais pas. C'est ça, c'est toujours, au vu des circonstances, c'est quand même assez bizarre, quoi. Donc, comment un enfant de 4 ans peut se glisser entre le muret et les barreaux et la petite balustrade, donc qui servait de brise-vue, voilà, au niveau de l'immeuble. Déjà d'une, trouver cette force de tenir un certain laps de temps pour un enfant de 4 ans, bon, je pense que je sais pas où c'est qu'il a été chercher la patience et la patience déjà d'une et la force. Voilà, après oui, je pense que déjà d'une, la priorité des choses, certes le gamin est sauvé, mais où sont et que font les parents, quoi. Où est passé les parents, tout ça parce que l'autre il voulait jouer à Pokémon. Non, mais il y a n'importe quoi. Aurélien qui a réagi sur WhatsApp. Ouais. Il a marqué un héros, Mamoudou c'est un héros étranger, ok, on en parle partout, cela aurait été un bon français sans souci, aucun problème, il n'y aurait pas eu tout cela. Oui, mais est-ce que ça aurait été un Français qui aurait fait ça ? C'est ce qui se dit un petit peu de partout sur la toile. De toute façon, on n'en aurait pas fait autant pour un blanc, quoi. Pour être honnête, pour reprendre un petit peu ce qui est dit sur la toile. De faire 4 étages comme... quand même. Déjà, je pense que personne ne l'aurait fait, quand même. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de coups médiatiques. Ah oui, voilà. Je pense que le coup médiatique ne serait pas aussi important. Voilà, quoi. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Voilà, après on va dire qu'il s'est trouvé au bon lieu au bon moment, quoi. Après on peut pas dire que c'est un hasard et calculé, parce que franchement il y a des gens qui se posent des questions, c'est calculé pour qu'il soit naturalisé français, etc. Après, c'est le hasard des choses. Après de toute façon il va y avoir une enquête de toute façon au niveau des parents qui va être faite, donc s'il y a un lien entre lui et les parents, parce qu'après tout, on peut partir dans la machination. En jouant la vie d'un enfant de 4 ans ? Ah, écoute, qu'est-ce qu'on ferait ? Ça serait grave, hein. Oui, ça serait grave, mais qu'est-ce qu'on ferait pas ? Après, voilà, je pense qu'il faut partir sur la pire des choses. Voilà, envisageons la pire des choses et redescendant au fur et à mesure. Il y a une autre que des gens trouvent bizarre, c'est le voisin qui est à côté et qui ne peut pas. Non mais c'est ça. C'est enfin moi il y a beaucoup de choses qui m'ont paru bizarres sur cette vidéo. Un gamin qui est pendu comme ça, le voisin qui a tendance à, je vais même dire bailler aux corneilles à la limite, du style tu ne peux pas attraper le gamin, je vais te dire père ou pas père, c'est un gamin. Il aurait tenté quelque chose. Non mais tu le chopes, il fait rien. Le gamin tu le chopes au pire par un bras ou limite. D'ailleurs c'est ce qu'a fait Mamadou, Mamoudou, pardon, mille excuses.
C'est ce qu'il a fait quand il est arrivé à l'étage, hein. Il a enfourché le balcon, il a chopé d'un seul bras le gamin, quoi, je veux dire. Donc c'est un truc que le voisin aurait pu faire 15 fois, quoi. Je veux dire, donc il arrive à un moment donné, il pouvait pas, mon cul, oui, c'est parce que, voilà, j'en sais rien, mais c'est un gamin. C'est un gamin, t'as largement la force de quoi déployer pour soulever le gamin, quoi. Ça serait un adulte, j'aurais compris, à la rigueur, l'adulte, bon, avec le poids, il peut t'envoyer, il peut t'embarquer dans sa chute. Là, c'est pas le cas, c'est un minot de 4 ans, quoi. Je veux dire, même le minot, il chopait par le t-shirt, ça venait tout seul, quoi. Ce qui m'a fait bizarre sur le voisin, c'est qu'il reste statique, comme ouais, ça. Mais le voisin, il tente même pas là. Si, il était juste à côté. Il tente même pas, de passer par les grillages pour tenir l'enfant, non, mais quoi. c'est pas compliqué, la vidéo, t'as le gamin qui est pendu dans le vide, t'as le voisin qui est sur le balcon, qui est à côté du gamin, juste à regarder. Et tu vois le jeune qui crapahute, quoi. Moi, quand j'ai vu la vidéo, je suis désolé, mais ça m'a troué le cul, quoi. C'est pas une question d'être français ou quoi que ce soit. Je suis avant tout père de famille. C'est mon gamin, c'est pas mon gamin. Dans 10 secondes, il y a un gamin qui est à la fenêtre. Enfin, je sais pas, quoi. Tu chopes le gamin, tu l'éjectes, quoi. Tu le sors de là, quoi. Tu vas pas rester comme ça, coudé au balcon, à te dire qu'est-ce que je fais, je le prends pas, j'en sais rien, faut que je réfléchisse. Je regarde tomber. Alors ça va, tu tiens le coup là, hein, t'as 4 ans, tu tiens le coup, t'as encore la force dans les bras, c'est bien, t'es costaud, tu vas être costaud. Non mais attends, faut arrêter les conneries. Donc il y a un moment donné, déjà il y a une grosse responsabilité des parents, il y a une grosse responsabilité, je pense aussi au niveau du voisin. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il aurait pu par exemple, au lieu de le regarder, il aurait pu par exemple, je ne sais pas, défoncer la porte, j'en sais rien, moi, des voisins. Le voisin est sur le balcon, là où il y a le gamin. Oui, il était juste à côté, voilà, j'ai vu. En 10 secondes, le gamin, n'importe qui, le chope et le sort. Ça prend 10 secondes. Il y a rien. Alors, à moins que tu sois assujetti au vertige. Mais oui, mais même, il aurait. Pourquoi il a Après, pas. Après, je pense que l'adrénaline fait que tu chopes le gamin et tu le sors. Pourquoi il est. À la place du voisin, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, c'est simple, j'aurais défoncé la porte voisine pour choper l'enfant au balcon. Si j'étais à la place du voisin, j'aurais fait ça, moi, personnellement. Au lieu de le regarder, vas-y, je regarde l'enfant suspendu, tranquille, et puis je regarde un autre homme suspendu, il risque sa vie, tranquille. Pendant que moi, je regarde dans le balcon, mais c'est bien, il est bien, ils sont bien, c'est joli. Hein. Non, moi, j'aurais honte à la place du voisin, honnêtement. Non, mais c'est assez bizarre, quoi. Les circonstances sont assez bizarres. Après, bon, voilà, ça, c'est sous enquête, hein, de toute façon, tout ça. Là au bon moment. De toute façon, c'est les parents maintenant qui vont être. Eux, ils ont. De manière, le gamin, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il le retrouve. À mon avis, le gamin va être placé à l'assistance publique, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ce jeune, 22 ans, l'instinct a parlé, l'adrénaline a parlé. Il s'est fait une frayeur forcément, puisqu'après l'effort. Après l'adrénaline, il y a toujours la retombée. Donc c'est là qu'on se rend compte que qu'on a joué au con, quoi, hein, et que on aurait pu se louper. Donc ça se comprend aussi. Le gamin traumatisé, pas étonnant. Lui traumatisé, oui, parce que il a quand même fait quelque chose qui est inhabituel. Hein, de monter 4 étages, balcon en balcon, sans corde, sans sécurité, sans rien, faut le faire. Mis à part être en Yamakasi, mais bon, voilà. Non, voilà, un héros, oui. Naturalisé. Mais pour qu'il soit pompier, il faut qu'il soit naturalisé. Oui, de toute façon, oui. Oui, le service civique au niveau des sapeurs-pompiers, il est complètement mérité. Je suis totalement d'accord. Voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas lieu d'en faire un fromage. Après, je trouve qu'il a été beaucoup exposé dans les émissions télé. Il était même dans TPMP hier soir. Je crois qu'il arrive à un moment donné. Faut pas trop en faire, quoi. Faut pas trop l'exposer. Déjà, il était assez gêné. Hier soir, j'ai vu. Hein. Quand ils ont fait le reportage, ne serait-ce qu'à l'Elysée, il était déjà bien gêné. Il était mal à l'aise hier soir aussi, dans TPMP. Donc voilà, quoi. Il arrive à un moment donné, voilà, le mec, il a pas cherché à être une star, à être un héros, quoi que ce soit. Ça. Il a fait son boulot d'être humain, c'est tout. C'est l'être humain qui a parlé, il a réagi en tant que tel. Et puis c'est tout, quoi, je veux dire. Hein, pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Non, voilà, il n'y a pas besoin de surmédiatiser l'affaire. Maintenant, l'affaire en question est entre les mains de la justice. Laissons faire la justice de notre pays, telle qu'elle est faite. J'espère qu'elle sera exemplaire. De toute façon, c'est sous enquête. Non, mais de toute façon, on peut pas dire, on espère que, machin. Forcément qu'on attend des sanctions, ça me paraît le minimum requis. Voilà, maintenant ce jeune, il a reçu aujourd'hui, il a reçu son document provisoire
de passeport de séjour. Hein. Il a reçu son séjour provisoire aujourd'hui, puisque j'ai suivi ce matin les infos. Donc voilà, donc il va avoir dans les jours à venir sa naturalisation définitive. Et puis bon, ben voilà, tant mieux pour lui, c'est bien, voilà, il a réagi comme il aurait fallu réagir, voilà. Et puis j'espère que le père va morfler. Peut-être inconsciemment, parce que bon, il faut quand même être inconscient pour faire ce genre d'héroïsme-là, hein, puisque montrer 4 étages, comme je l'ai dit précédemment, sans sécurité. 30 secondes en plus, hein. Voilà, faut le faire, hein, je veux dire, hein, il faut en vouloir, faut en avoir dans le pantalon. Pas beaucoup le feraient. C'est ça, pas beaucoup le feraient. Même moi, j'hésiterais à le faire, hein, je le cache pas. Moi, je sais que je pourrais pas le faire. Ça, c'est sûr. Après, voilà, ça, c'est bien, mais bon, voilà, comme je dis, faut pas se servir de ça maintenant pour que d'autres se disent, bon, écoute, bah ouais, moi aussi j'ai fait ça et pourtant on m'a pas accéléré ma naturalisation ou un truc comme ça. Voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que ça devienne une facilité. Et puis rappelons que Mamadou n'a rien demandé. C'est le président qui lui a proposé, il a dit oui forcément parce que mais il a pas demandé. Écoutez, j'ai attrapé le bébé en échange naturalisez-moi. C'est pas du tout ce qu'il a demandé. C'est le président qui l'a accueilli, qui lui a proposé. Il a dit oui forcément. Il va pas dire non. Hein. Il a une opportunité, il va pas dire non. Mais il sait pas il n'a pas fait ça en échange. Écoutez, je fais ça, mais à condition que je sois naturalisé. Ça m'étonnerait qu'il ait fait ça dans cette optique-là. Ah bah non. J'y crois pas du tout, moi, personnellement. Parce que risquer sa vie pour ça, moi, j'y crois pas du tout. Alors, autre sujet, la France qui sort officiellement de la procédure européenne pour déficit excessif. Ça y est, c'est officiel, nous ne sommes plus en danger au niveau européen. Ah bon? Oui. Il y a, petite aparté, il y a Charlotte, oui, qui a dit aussi. Il a fait un geste héroïque, ok. Tout simplement. Voilà. Oui, parce que je viens de le voir. C'est vrai que je suis pas forcément devant. Mais Charlotte qui nous a écrit aussi sur. Vous voyez sur WhatsApp, ça marche bien. Hein. Oui, on peut le dire. Hein. Voilà, je l'ai devant moi, il est là, toi aussi. Hein, donc, oui, il est là, coucou, voilà. Hein. C'est que tout va bien. Alors, Cocorico, donc la France, qui sort officiellement de la procédure européenne pour déficit excessif. Le déficit public repasse sous les 3%. On en a parlé quand on avait fait le bilan de Macron. C'est une première depuis 10 ans. Selon la première estimation de l'INSEE. Le déficit français s'établit à 2,6% du produit intérieur brut. Et sachez qu'après 10 ans sous haute surveillance de Bruxelles, Paris peut enfin quitter le club des mauvais élèves de l'Union européenne grâce au redressement de ses financements publics. Une journée à marquer d'une pierre blanche pour la France parce que le 23 mai dernier, Bruxelles a annoncé la sortie officielle de Paris de la procédure européenne pour déficit excessif. C'est l'aboutissement de 10 ans d'efforts et de redressement. C'est ce qu'a commenté il y a un mois Pierre Moscovici, qui est le commissaire européen aux affaires économiques et ancien ministre des Finances de François Hollande. La France doit sa sortie de purgatoire budgétaire à la baisse de son déficit à 2,6% en 2017, puis selon les prévisions, cette année va être à 2,3%. En 2019, ça va re-augmenter. On sera au-dessus. Selon la Commission, le déficit devrait remonter à 2,8% à cause de la transformation du crédit d'impôt compétitivité d'emploi, donc le CICE, en baisse des cotisations pérennes dont bénéficieront les entreprises. Sans cette mesure, le déficit se réduirait à 1,9% l'année prochaine. S'il n'y avait pas cette mesure. Et pour sortir de la zone rouge des finances publiques, un État doit aligner 3 budgets présentant un déficit inférieur à 3% du PIB. Avec le retour de la France, il ne restera plus que l'Espagne parmi les mauvais élèves, et ceux qui ne parviennent pas à diminuer leur déficit public sous la barre des fameux 3% du PIB. Au plus fort de la crise économique en 2011, pas moins de 24 États membres se trouvaient en déficit excessif. Ça, on parle de la Grèce, évidemment. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Français, parce que cela veut dire que nous assainissons les comptes publics. C'est ce s'est réjoui le ministre des Finances Bruno Le Maire, quand Bruxelles avait confirmé au début du mois de la future annonce, mais il ne faut faire preuve d'aucun triomphalisme. Le redressement des comptes publics est en effet tiré essentiellement par reprise économique. Sur le volet du désendettement, la France n'a toujours pas fait ses preuves. Et avec le Luxembourg, l'Hexagone est même le seul pays européen qui a vu sa dette progresser en 2017 pour se rapprocher des 100% à 97%. Donc les recommandations économiques de la France, de la Commission dévoilent aussi mercredi 23 mai, qui s'annonce donc exigeante. D'autant que la France n'en a pas fini des négociations avec Bruxelles. Elle évolue désormais en bras préventif de la procédure de surveillance des politiques économiques. Et à ce niveau, les budgets des États sont examinés au regard de la réduction annuelle du déficit structurel. Autrement dit, de leur capacité à réduire durablement leurs dépenses. C'est un sujet délicat pour Paris au passage. Voilà, c'est une bonne nouvelle, mais il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et puis il faut pas trop jubiler parce que voilà, il va y avoir des hauts et des bas. Il y a toujours des vagues. Comme tout, hein.
Eh bien, ça serait bien qu'on régularise bien, parce que ça y est, il y a une histoire de transformation des crédits d'impôt qui vont complètement tout foutre en l'air en 2019. C'est ça. Avec le prélèvement à la source. Si c'est baissé pour mieux, non, c'est pas le but. Le but, c'est de montrer qu'on soit des bons exemples avec l'Allemagne d'ailleurs. On est quand même le deuxième pays économique au niveau de l'Europe. C'est ça. Voilà, parce que l'Allemagne est en première position. Il faut montrer l'exemple aux autres pays. C'est pas, tiens, on est à 2,3%, bah écoutez, on va mettre un truc et comme ça on sera à 2,8%. C'est un petit peu ce que je dis. Si l'Allemagne a été capable de faire de grosses réformes budgétaires et autres, et d'être au niveau où elle se trouve à l'heure actuelle, si eux ils en sont capables, nous on en est capables aussi. Alors, autre chose. Alors ça, c'est un débat qui s'est... je sais pas si vous avez vu, c'est encore un gros débat sur les réseaux sociaux. C'est sur le voile, parce que vous savez qu'on est en pleine période Ramadan. La présidente du syndicat étudiant UNEF à Paris, vous avez vu, on a vu sa photo partout avec son voile et tout ça. Il y a même d'ailleurs Charlie Hebdo qui en a fait un voilà, par rapport à ça. Donc il explique dans une interview à BuzzFeed porter son voile par choix et il n'y voit aucun symbole politique. À ce propos, d'ailleurs, il y a eu une agression, je crois, si je me trompe pas, parce qu'on est en pleine période de Ramadan. Je sais pas si je me trompe. Il y a eu une agression qui s'est produite il y a pas longtemps parce qu'elle était un peu décolletée, on va dire, de la personne, et donc elle a été agressée pour ça. Moi, je trouve ça désolant, quoi. Donc, l'apparition à la télévision d'une responsable de l'UNEF coiffée d'un voile encadrant son visage avait provoqué une avalanche de réactions politiques. Pour la première fois depuis le déclenchement de la polémique, Mariam Pongetou, qui est présidente du syndicat étudiant à Paris 4 Sorbonne, se défend face aux accusations, notamment du ministre de l'Intérieur et des Cultes Gérard Collomb, qui avait trouvé choquant qu'elle porte un voile, assimilant cet accessoire à du prosélytisme. Donc il a dit « Mon voile n'a aucune fonction politique ». Et c'est ce qu'a expliqué la jeune femme qui a seulement 19 ans. Dans une interview publiée ce dimanche sur le site BuzzFeed, elle a dit ceci : « C'est ma foi. Après oui, c'est visible, mais ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Je dois presque me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas. » C'est ce qu'a regretté l'étudiante qui est victime d'une campagne de harcèlement en ligne, quand même aussi. L'ancien maire de Lyon qui lui avait reproché vendredi il y a 2 semaines, il y a 1 semaine et demie plutôt, avec son foulard, sa différence avec la société française, y voyant même une provocation. C'est assez pathétique de la part d'une ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos et aussi violents. C'est ce qu'a estimé la responsable syndicale, surprise de l'ampleur de la polémique lancée par le cofondateur du mouvement Printemps républicain, Laurent Bouvet, après la diffusion sur M6 d'une interview où elle s'exprimait sur le blocage des universités. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, s'est également dit interpellée par le choix par l'UNEF d'en faire sa porte-parole, signe pour elle de la marque d'un islam politique, ce que réfute absolument la syndicaliste et qui dit porter le voile par choix, par conviction religieuse, dans le respect de la loi, dans le respect d'autrui. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. À aucun moment j'ai mis mon voile par volonté politique ou réactionnaire. C'est ce qu'insistait Mariam Pontegou auprès de BuzzFeed. Des personnes interprètent ce que je veux penser parce que j'ai un voile. C'est ce qu'a déploré la jeune femme, qui explique partager des idées progressistes de son syndicat et exclut par ailleurs l'idée de démissionner de ses fonctions syndicales. Contrairement au député France Insoumise Adrien Quatennens, qui donc Mariam Pontegou ne juge pas incompatible l'affichage des convictions religieuses et les valeurs du syndicalisme. Porter un voile et être une responsable syndicale ne rentre absolument pas en contradiction selon moi. Personne à l'UNEF ne m'a jamais fait la réflexion ni même posé la question. À partir du moment où la loi autorise le port du voile à l'université, on ne devrait pas se demander si ça couvre les cheveux et les oreilles, ou les cheveux et les oreilles et le cou. Donc Mariam Pontegou déplore aussi la seule alternative proposée aux femmes portant le voile islamique en France. Lorsque l'on reste chez soi, on dit que nous sommes soumises. Lorsque nous revendiquons, lorsque nous nous engageons, on nous dit que nous n'avons pas le droit. Elle y voit d'ailleurs un problème de l'état de droit. Elle a dit ceci : j'espère que certaines mentalités évolueront et que du positif sortira de toute cette histoire, que des gens puissent se dire qu'il est possible d'être une femme, une citoyenne française, d'être musulmane, voilée, étudiante et de s'engager pour les autres. C'est ce qu'elle a conclu. Alors on va pas. Moi, il y a une question qui me taraude. Pourquoi simplement parce que c'est le Ramadan en ce moment ? Alors c'est pas forcément Ramadan. Pourquoi on peut porter le voile pendant le Ramadan, parce que je sais qu'on en a croisé assistant aussi à Action. À Action, j'en ai croisé. Il y a des gens mais pourquoi le dévoiler simplement maintenant qu'elle mettait le voile ? Pourquoi elle l'a pas fait avant ? Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, personnellement, je vais poser la question différemment. On va pas parler d'elle, mais je vais parler en général du port du voile. Est-ce que ça vous dérange personnellement dans les boutiques, dans la rue, tout ça, de voir quelqu'un de voir une femme qui porte un voile ? Moi personnellement, ça me gêne pas.
C'est pas le problème, c'est simplement que moi là je comprends pas son action de l'avoir simplement mis maintenant. Elle fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'on te juge parce que tu portes un jean, un jogging, parce que parce que t'as une casquette, non, t'as des mais lunettes. pourquoi elle l'a pas fait avant? Pourquoi on a jugé ce qu'elle porte? Elle s'habille comme on veut. Nous on s'habille comme on veut, il me semble. Est-ce que les gens doivent, si je me trompe pas? Non, moi j'y vois aucun inconvénient. Après, voilà. J'aurais tendance à dire que chacun est libre de s'habiller tel qu'il entend. Si moi demain j'ai envie de me balader en string, je me baladerai en string. Même en trance par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà, chacun est libre de ses choix vestimentaires. Voilà, son visage est découvert. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Après, respect de la religion, respect des tenues vestimentaires. Moi, je vois vraiment pas. Déjà, il faut respecter les religions. On est comme on est. Les croyances, ça appartient à qui on veut. Parce qu'à ce moment-là, si on commence à faire la polémique sur le droit ou pas le droit de porter le voile, à ce moment-là, on peut commencer à faire une polémique sur les juifs pour porter la kippa oui, bien sûr. Etc. Quoi, je veux dire. On croise beaucoup à Paris. Voilà. Il arrive un moment donné, on va commencer à faire une polémique sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on a le droit ou pas de porter un jean ou des baskets ou des joggings, enfin voilà. C'est comme si on disait est-ce que ça vous choque qu'un prêtre porte pas sa tenue à l'extérieur? C'est ça, voilà. On peut dire ça comme ça alors. Moi, il arrive un moment donné. Mais il y en a, il la porte pas. Moi, justement, je connais un très bon prêtre qui s'habille en cuir de la tête aux pieds, qui est un très bon motard, et d'ailleurs, je crois même qu'il est décédé. Je veux pas dire de conneries, mais voilà quoi. Ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, et c'est pas pour autant que ça faisait de lui un mauvais prêtre ou autre, quoi. Bien au contraire. Il y a Aurélien qui a réagi. Alors pour lui, c'est quand même un peu. Car c'est un lieu public et ils doivent respecter la loi française, car si nous on va chez eux, il faut qu'on respecte leurs coutumes. Oui, mais là c'est privé quand c'est chez eux. Chez eux, c'est privé. Alors, c'est public. Il a pas forcément tort dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai tu prends par exemple une journaliste, je me rappelle, qui avait fait des interviews en Arabie ou je sais plus où. Il avait obligé à porter le voile pour pouvoir faire ses interviews. Ah oui, non, c'est pas, non, on n'a pas forcé non plus. Forcé, j'aime pas par contre. Donc il y a un moment donné, si effectivement la femme étrangère qui vient dans le pays arabe est obligée de se voiler les cheveux ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord avec Aurélien. À ce moment-là, en France, tu le vires et puis c'est tout. C'est pas une question de racisme ou de non-respect de religion. C'est-à-dire que si chez toi, la femme étrangère est obligée de se voiler, à ce moment-là, la femme de ton pays, la femme étrangère, quand elle vient en France, elle est obligée d'enlever son voile. Donc en gros, si je comprends bien, il y a une différence entre être libre de porter ce qu'on veut et d'être forcé à porter. Voilà, c'est ça. Il arrive un moment donné, je rejoins je comprends bien ce qu'il dit et je le rejoins totalement. Voilà, si c'est une question, voilà, c'est aussi une question de respect aussi à la loi, à la fois l'intégrité des Français et l'intégrité aussi de la personne. S'il faut respecter les coutumes dans le pays étranger, à ce moment-là que l'étranger respecte les coutumes du pays dans lequel il vient. Oui, mais entre le c'est donnant-donnant de toute façon. Ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Alors, moi je parlais pas de... mais entre le faire et le dire, il y a une sacrée différence, parce que tu vois, le problème, c'est bien de le dire, mais le problème, c'est qu'ils le font pas forcément. Parce elle a bien dit... Après, dans leur domicile, voilà... c'est privé, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est clair, net et précis, ils font bien ce qu'ils veulent. Maintenant, quand c'est sur la voie publique ou un lieu public, ouais, tu... Alors, Aurélien qui parce qu'il parle pas de leur domicile, c'est pour ça que je rebondis. Voilà, il ne parle pas de leur domicile, mais dans leur pays. Moi, je parle de domicile, parce que nous, personnellement, on a beaucoup côtoyé des musulmans qui pratiquent leur coutume, leur religion dans leur domicile. On en a entendu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Le ramadan, ils le font à leur domicile, faut pas l'oublier. Moi, j'ai côtoyé des musulmans plus que de raison, même en étant petit. Enfin voilà quoi, chez eux ils parlaient arabe, dans leur domicile ils parlaient leur langue naturelle et tout. Quand ils étaient dans la rue, ça parlait français quoi, je veux dire. Voilà quoi, je me rappelle même une fois ma mère qui était assistante maternelle gardait des petits marocains et tout, et sur une famille marocaine, à un moment donné, donc la dame critiquait ma mère en arabe. Et donc, notre amie, qui elle aussi était arabe et que ma mère gardait ses gamins aussi, lui a dit de quel droit tu l'insultes et tout, elle garde tes gamins et tout, mais elle lui a dit, voilà, elle lui a fait comprendre que si t'as quelque chose à dire, déjà, tu le dis en français, et tu respectes aussi la personne, quoi, parce que c'est pas ton chien, quoi, je veux dire.
Ça, je suis d'accord. Il faut partir d'un principe, voilà, chez toi, tu fais bien ce que tu veux. Si chez toi, tu kiffes te balader à poil, tu te balades à poil. À une condition, c'est qu'il n'y ait pas de vis-à-vis par la fenêtre, parce que sinon, on appelle ça du voyeurisme, enfin, de l'exhibitionnisme. Mais dans la rue, non, tu te conformes aux lois de ton pays, et puis c'est tout, quoi. Il y a une chose qu'on avait dit la dernière fois, on n'impose pas sa religion, on n'a pas à imposer sa religion. Bien sûr que non. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, on doit respecter la relion d'autrui. C'est ça qu'on dit. Chacun a sa croyance, chacun a ses religions, et il faut les respecter. Maintenant, là où je suis d'accord, on n'a pas déjà le côté forcé, j'aime pas trop ça. Si quelqu'un veut pas être musulman, mais qu'on le force à être musulman et apporter, moi je déteste ça. Si par contre c'est par choix, on respecte. Si c'est par, c'est ce que la présidente. Voilà, si c'est par choix, on peut que respecter. Si c'est pas forcé, j'aime pas. C'est un petit peu la polémique qu'il y avait eu pour les mosquées en France et tout. Il y avait la grosse polémique, voir des mosquées en France, c'est inadmissible, etc., etc., etc. Maintenant qu'il y en a... Il y en a, mais à ce moment-là, c'est toujours pareil. Faut que ce soit aussi réciproque. C'est-à-dire que moi, si demain je vais en Tunisie ou que je vais, je ne sais dans quel autre pays arabe... Il faut pas devenir musulman parce que c'est non, voilà, si j'ai envie de me recueillir dans une église, à ce moment-là, j'exige à ce qu'il y ait une église dans ce pays-là. Ah oui, or qu'il n'y a pas. Enfin, je veux dire, c'est donnant-donnant, quoi. Je veux dire, on demande des choses. Oui, on a une population musulmane en France. Qu'ils aient un milieu de culte, je trouve ça tout à fait normal. Mais c'est pas normal que dans leur pays mais on par fasse contre, pas ça. Faut que ce soit aussi réciproque chez eux, quoi. Je veux dire, qui se balade en djellaba ou machin, honnêtement, j'en ai rien à secouer, mais alors ça me gêne pas du tout, quoi. Ils s'habillent bien comme ils veulent. Si moi demain je veux descendre en pyjama chercher ma baguette de pain, je descendrai en pyjama chercher ma baguette de pain. Mais moi là où j'ai du mal, c'est qu'on nous impose leur religion de leur pays chez nous. L'imposition, voilà, de leur religion, et deux, ce que j'ai du mal à accepter, et c'est loin d'être du racisme, c'est quand ils parlent, quoi. Je veux dire, t'es en France, tu parles la langue. L'intégration de la langue. Voilà, tu parles la langue. C'est ce qu'on avait dit pour Bordeaux, je me souviens. Il y a tout. C'est pas une question de psychoter, d'avoir l'impression qu'on parle sur notre gueule ou quoi que ce soit. C'est une question de respect, quoi. Je veux dire. Là, on est sur le thème du vivre ensemble. Attention, voilà. là. Moi, quand avec mes parents, on avait été au Maghreb, au Maroc, du moins. Je me rappelle plus dans quel village. Ça parlait leur langue, on s'adapte, quoi, je veux dire. Oui. J'ai porté la djellaba, moi, au Maroc, je l'ai porté, et je m'en suis jamais plaint, j'ai jamais tapé de scandale parce que je devais porter une djellaba, et puis ça s'arrête là. C'est un respect. On est en plein débat du vivre ensemble, c'est-à-dire que s'ils veulent qu'on les accepte, il faut que aussi ils acceptent. C'est donnant-donnant, quoi, je veux dire. C'est du donnant-donnant. Je veux dire... moi, je suis quelqu'un, j'ai été bien éduqué, j'ai été quand je suis venu au Maroc, à la sortie à l'arrivée au Maroc, on a été acheter une djellaba, j'ai été acheter une djellaba, j'ai été acheter des babouches, et je me suis intégré, quoi, je veux dire. Certes, bien sûr, fallait pas non plus aller me demander d'aller faire les 15 prières par jour, fallait pas rêver non plus, mais tu respectes, c'est-à-dire qu'il y a les temps de prière, tu respectes les temps de prière, on mange comme eux ils mangent, c'est-à-dire autour d'un canapé ou autour d'une table avec les mains, enfin bref, à leur manière à eux, et ça s'arrête là. Et chez nous, tu fais kiff-kiff, quoi, je veux dire, tu respectes, je te respecte. Or, ils le font pas forcément. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, je sais, il y en a ils le font, il y en a qui le font pas, mais bon, c'est abusé après qu'on vienne pleurer parce que... Mais bon. Allez, autre sujet. On va encore. C'est encore un grand sujet qui n'a rien à voir. Mais Marion Maréchal, et j'ai bien dit Maréchal, pas Le Pen, parce que tu sais qu'elle a enlevé son nom là. Oui. C'est pourquoi elle commence à disons qu'elle devient allergique à la famille Le Pen. Ouais, ça y est, comment. Oui, mais pourtant ça lui empêche. Mais elle a les mêmes convictions. Et ça lui empêche pas d'être extrême. Je suis désolé. Bien sûr que non. Elle est anti-Le Pen, mais elle est comme eux. Donc ça sert à rien. Mais ça changera rien. De toute façon, ça reste une Le Pen. C'est autre chose. Qu'elle enlève son. Mais qu'elle enlève son nom. Mais qu'elle enlève son nom ou pas, ça changera rien. Elle est née Le Pen. Elle est plus automatiquement. De toute façon, elle fait partie de la famille Le Pen. C'est sa mère. Oui. Non, mais ça reste son nom de jeune fille, qu'elle le veuille ou pas. Demain, le jour où elle sera mariée, elle portera le nom de son mari. Ah non, son nom de jeune fille, c'est Maréchal.
Oui, non, mais enfin, je veux dire par bidule chouette, c'est une Le Pen quand même, qu'elle le veuille ou pas. Le Pen, Donc voilà, tu retires le nom de Le Pen si tu veux. Après tout, si c'est pas son identité réelle, puisque son identité réelle c'est Marion Maréchal, point, ça s'arrête là. Moi, je vois pas d'inconvénient. Bien sûr, ça n'enlève rien à son étiquette politique, mais je vois pas où est la polémique, entre parenthèses, d'avoir retiré son nom. Le deuxième nom de Le Pen. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qu'elle prépare derrière, là ? Oui. Bah, c'est une extrémiste, hein. Et puis une pure extrémiste, elle est pire que sa tante, ça voilà. C'est clair. Hein. Non mais bien sûr. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Mais elle veut prendre la place de sa tante, de toute façon. Mais de toute façon, je suis pas sûr. Non, c'est pas une question. Elle va créer un nouveau extrême. Oui, c'est ça. C'est pas prendre la place de sa tante. Non, elle veut créer un nouvel. C'est pas une question de vouloir prendre la place de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est surtout qu'elle a été bercée dans une éducation qui était pro Front Nationaliste et donc elle a subi tous les lavage de cerveau. Tout ce qui s'en est suivi dans la famille, quoi, je veux dire. Donc voilà, maintenant elle veut créer son propre parti. Libre à elle, quoi, je veux dire. N'importe qui est libre de créer un parti politique, hein. Moi demain si je veux en faire un, j'en fais un, hein. Il y a un truc que il faut être honnête, il y a un truc que Marine Le Pen a réussi, c'est qu'elle a éclaté le Front National en plusieurs extrêmes, hein. Chose que Jean-Marie Le Pen n'a jamais fait. Mais c'est bizarre parce que Marine Le Pen, tellement qu'il y a des désaccords au sein du Front National qui va devenir Rassemblement National, il faut quand même pas l'oublier. Ça va changer de nom dans pas longtemps. Quelques mots vite fait sur le nom du Front National. Disons qu'au lieu d'un front, ça sera un rassemblement, c'est tout. Ça reste national. Oui, non mais voilà, comment dire, c'est pour... ça sert à rien. Pour prendre très facilement, c'est pour rassembler l'extrême droite. Oui, tu parles. Rassemblons-nous. Tu parles. Voilà. Elle a réussi plus à diviser qu'à rassembler. Oui, mais elle a divisé parce que forcément, il y en a qui sont, pour certaines personnes, si moi je devais m'en tenir à la politique telle que je l'ai connue et telle je l'ai sollicité du Front National, moi je maintiens j'aurais tendance à maintenir la politique Le Pen et non pas celle de Marine et encore moins celle de Marion Maréchal. Moi j'ai été bercé par le Front National, mais bercé, non pas bercé, mais de mieux en mieux. Non, mais j'ai été sous la coupe de Jean-Marie Le Pen, de Jean-Marie. J'étais pour ses idées, j'étais contre ses idées parce que tu peux pas être pour et contre, c'est pas possible. Mais si, tu peux être pour et contre. J'ai été militant du Front National. Il y a des choses que j'ai admis, d'autres choses que je n'admettais pas, mais je le disais. Mais ça m'empêchait pas d'être derrière. Bien sûr, je militais pour ce qui était pour moi logique et pas pour ce qui ne l'était pas. Les gens vont te voir différemment. Mais Front National. Oui, j'ai été Front National et je le revendique encore. J'ai vécu dans un village 100% Front Nationaliste. Non mais là on meurt. Là. À l'époque, ça puait du cul d'être de gauche ou de droite, quoi. Donc, le jour que j'habiterai dans une ville totalement Front National, ils pourront des dents, je te le dis. Moi, ayant connu une personne qui était 100% Front National, je suis désolé, il l'a connu par le père, il connaît par Marine, et ça change pas. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon que Marion Maréchal elle crée son parti, ses idées sont les mêmes. Alors moi, ce qui inquiète, c'est le sujet, c'est que Marion Maréchal inquiète la droite parce qu'elle est en train de réunir, de faire une petite réunification avec la droite. Elle est en train d'un petit peu. Elle récupère des personnes de la droite. Qui sont droite, qui sont un peu extrêmes, quoi. Voilà, c'est ça. Elle est en train de les. Pour ceux qui sont mi-figue, mi-raisin, c'est pas compliqué. C'est un petit peu comme moi je l'ai été fut un temps. C'est-à-dire que j'étais Front Nationaliste, oui, mais pas avec des idées à 100%, quoi. Donc du coup, j'étais mi-figue, mi-raisin. Donc après, c'est ce qui m'a fait partir du Front National, tout simplement. Après, j'ai changé d'étiquette politique. C'est tout. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est on est dans un pays où voilà les étiquettes politiques qu'il y a, quoi. On en a 50 milliards. Il y a des pays où t'as uniquement la droite et la gauche et basta, quoi. Je veux dire, et ils s'en portent pas plus mal. Encore une fois, on va atterrir dans des élections où on va se retrouver avec une douzaine de partis politiques. Et on sait plus où on va aller, hein. Et on sait plus à quel sens se fier, quoi. Je veux dire, moi personnellement,
à l'heure actuelle, je saurais vraiment pas trop sur si jamais quel il devait pied y avoir à choisir, vers qui se tourner, quoi. Alors l'histoire, c'est qu'un retour de Marion Maréchal Le Pen pourrait contrecarrer les plans de certains à droite, notamment ceux de Laurent Wauquiez, qui est très extrême, faut pas oublier, qui refuse de croire à cette éventualité. Donc au sein des Républicains, on s'inquiète de la popularité de Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal aujourd'hui, parce que Le Pen, il faut l'écarter, auprès d'une partie des électeurs de droite. Il y en a qui souhaitent peut-être la fin des Républicains, et aussi la chute de Laurent Wauquiez, même que tout le système explose. Donc, mais si ça arrive, alors demain, c'est Marion Maréchal Le Pen qui prendra le pouvoir. Il manquerait plus que ça. Surtout à droite. Et ça, il n'en est pas question. C'est pour cela que je continue de me battre au sein de ma famille politique, et c'est ce qu'a tranché Virginie Calmel, qui est le numéro 2 des Républicains, presque obsédée par l'ex-député du Vaucluse, qu'elle qualifie de menace pour la France. Une obsession presque récurrente au sein de la classe politique, à droite, jusque dans les propres rangs de la majorité. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron a pulvérisé Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux tours qu'on doit penser que le FN est mort. Il peut très bien revenir, et même plus fort qu'avant, si c'est la nièce qui revient. Voilà. C'est ce qu'elle s'inquiète. Voilà, ce que je te disais, c'est que la nièce, elle est en train de reprendre la place de Marine. Attention, pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est ce que s'inquiète un député marcheur. Donc, une fébrilité qu'on refuse d'exprimer en plus haut lieu, parce que ça reste une Le Pen. On sait d'où elle vient, et c'est ce qu'a balayé un proche d'Édouard Philippe, sans ignorer le succès grandissant de la petite fille du vieux chef, qui est chez une partie des électeurs des Républicains, l'ancien parti du Premier ministre. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour la suite? Parce que, quoi qu'il en soit, elle prépare son retour. Ça, c'est clair. Elle est peut-être en arrière-plan, mais je trouve qu'aujourd'hui on a pour l'instant elle a reculé, c'était pour mieux sauter, forcément, c'était logique, mais c'était largement prévisible. Maintenant, c'est pas une question parce que Macron a évincé Marine sur l'entre-deux tours, il y a rien à voir. Le Front National, l'extrême droite existe depuis des années, ça a toujours été, il y a toujours eu cette opposition avec le front, il y a eu toujours cette confrontation avec le Front National. Demain, oui, le système peut exploser si l'extrême droite vient franchement à passer. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. Ça fait des décennies qu'on le sait. On sait très bien que le jour où l'extrême droite passe, c'est la mort pour la France, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut être logique. La France, c'est un pays démocratique. Je vais pas dire où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais voilà, demain l'extrême droite vient à passer, on perdra tout ça, quoi. Faut-il s'inquiéter pour 2022? Ouais. Une Le Pen reste une Le Pen. On la verra. Ah bah, on la verra elle sera sur le devant. Ça restera une famille. On la verra. Maintenant, attention, il faut quand même pas oublier que pour un parti politique, pour pouvoir être présent aux élections, il faut quand même 500 signatures. Chose que Marine Le Pen avait déjà eu du mal à avoir. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen a toujours réussi à avoir ses 500 signatures que Marion Maréchal pourra les avoir aussi. Il faut savoir que, peut-être que l'extrême droite veut récupérer des partisans de la droite et un petit peu de partisans de par-ci par-là, mais c'est pas pour autant qu'ils récupèrent qu'ils vont avoir du soutien. Faut pas oublier qu'ils peuvent se péter la gueule à n'importe quel moment. Aussi bien la gauche, la droite, etc. etc. Personne n'est à l'abri. Bon, de toute façon, affaire à suivre, on attend son retour. De toute façon, elle n'est pas encore revenue officiellement. Son retour, on le sait. Donc, elle va revenir. Il est logique. Complètement logique. Puis on a vu toutes les images qu'on a vues, le fait que même les Américains l'apprécient. Il ne manquerait plus que ça maintenant. Il y a les politiques américains qui aiment sa manière de. Parce que c'est vrai qu'elle est jeune et c'est vrai qu'elle a du tempérament. Elle est jeune, elle est dynamique. Tout ce qu'on avait besoin, quoi. Je veux dire. Mais pas dans le bon plan. Mais sauf qu'elle a les mauvais propos. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de mauvais propos, c'est qu'elle est pas dans le bon plan. Elle a pas la bonne étiquette. C'est surtout ça. Et puis pas le bon nom. Elle est pas dans le bon. Oui, mais ça encore, le nom, tu t'en fous. C'est l'étiquette le problème. Parce que c'est pas le nom qui fait le parti, c'est l'étiquette qui fait le parti. Donc voilà. Demain tu peux t'appeler Gauthier et faire partie de... C'est pas que je le suis. Non mais voilà, c'est pas parce que tu t'appelles Gauthier que demain tu veux créer ton étiquette politique, tu vas la créer. Et c'est pas parce que t'es de droite ou de gauche que si tu crées une étiquette, j'aurais tendance à dire pro-milieu par exemple, ça reste toi, quoi, je veux dire. Après voilà, quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur.